C'est lui le vrai génie ici. Tu devrais aller manier un marteau. Ce sont les mots exacts que mon père, Alistair, m'a dit juste après avoir cédé par sa signature 250 000 $ qui portait mon nom. De l'argent que mon défunt grand-père avait économisé et investi depuis le jour de ma naissance. Mon père ne m'a pas regardé quand il a dit cela. Il a gardé les yeux fixés sur les documents de transfert, son stylo glissant avec fluidité sur la dernière ligne, scellant mon destin d'un simple geste désinvolte du poignet. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la lourde table à manger en chaîne. Je suis resté là, debout, à 19 ans, à écouter le silence assourdissant de ma mère qui fixait ses chaussures, réalisant que je ne représentais absolument rien pour les personnes censées me protéger. Mais pour comprendre comment nous en étions arrivés à cette table de salle à manger, il faut comprendre la dynamique de ma famille. J'ai grandi à Oak Park, dans l'Illinois, dans un quartier où les apparences faisaient tout, des pelouses impeccables, des SUV de luxe dans les allées et des pères qui portaient des costumes sur mesure pour aller travailler dans la finance. Mon père était directeur du crédit dans une grande banque régionale. Il était obsédé par le statut, l'héritage et tout ce qui brille. Et dans notre maison, ce qui brillait le plus, c'était mon frère aîné, Merrick. Merrick avait 3 ans de plus que moi. Dès l'instant où il a su marcher, il a été l'enfant gâté, le roi incontesté de la maison. Si Merrick voulait jouer au cross, mes parents lui achetaient du matériel haut de gamme et lui louaient des entraîneurs privés. Si je voulais rejoindre le club de travail du bois du lycée, mon père levait les yeux au ciel et me disait de ne pas mettre de sueur dans son garage impeccable. J'étais l'enfant invisible, le bouc émissaire. Mon existence n'était au fond qu'une toile de fond pour la grandeur de Merrick. Je me souviens clairement de mon 18e anniversaire, non pas à cause d'un gâteau ou d'une fête, mais parce que c'était l'année où Merrick a eu 21 ans. Pour cet événement marquant de Merrick, mon père lui a acheté une Audi 9 sortant tout juste du concessionnaire. Elle avait des sièges en cuir qui sentaient le privilège coûteux. Mon père lui a remis les clés devant tous nos voisins, rayonnant de fierté, en lui tapotant le dos. Pour mon anniversaire, quelques mois plus tard, j'ai eu droit à une tape sur l'épaule et à un vélo d'occasion acheté dans un vide-grenier, dont la chaîne était cassée. J'ai passé la soirée de mon anniversaire dans l'arrière-cour, les mains couvertes de graisse noire, à réparer la chaîne moi-même pour pouvoir aller à mon travail payé au salaire minimum dans une quincaillerie locale. Mais le contraste le plus saisissant, le véritable musée de ma douleur, c'était la maison elle-même. Quand j'avais 16 ans, mon père a décidé que Merrick avait besoin d'un exutoire créatif pour valoriser ses dossiers d'inscription à l'université. Merrick a soudainement voulu lancer un podcast sur les affaires et la finance. Alors, sans me demander mon avis, mon père a déménagé toutes mes affaires hors de ma chambre du 2e étage. Il a transformé ma chambre en un studio d'enregistrement ultramoderne pour Merrick, équipé de panneaux de mousse acoustique et de micros à 2000 $. Où suis-je allé? On m'a installé dans le sous-sol non aménagé, avec des sols en béton, des tuyaux apparents et un petit chauffage d'appoint qui peinait à repousser les hivers brutaux de l'Illinois. Quand j'ai demandé à ma mère, Daphné, pourquoi je devais déménager, elle s'est simplement défilée, le regard fuyant nerveusement vers le bureau de mon père. Elle m'a dit d'être un bon garçon et de préserver la paix, car mon frère avait besoin d'espace pour son avenir. Elle était la complice ultime, une femme tellement terrifiée par la colère et la désapprobation de son mari qu'elle a sacrifié son plus jeune fils pour préserver son propre confort. J'ai survécu à ces années en me repliant sur moi-même. J'ai trouvé la paix dans le travail manuel. J'adorais travailler le bois. Il y avait quelque chose d'honnête dans le bois de charpente. Si vous le coupez mal, il casse. Si vous le poncez bien, il brille. Le bois ne vous ment pas. Le bois ne fait pas de favoritisme. Je passais mes nuits dans ce sous-sol glacial à dessiner des plans architecturaux, à construire des maquettes de maisons complexes et à rêver du jour où j'aurais 18 ans pour accéder au fonds de fiducie que mon grand-père Thaddeus m'avait laissé. Cet argent était ma porte de sortie, mon billet pour un vrai programme d'architecture. Mais en ce dimanche après-midi fatidique, mon père a détruit ma porte de sortie à coups de masse et en a donné les morceaux à mon frère. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas supplié. J'ai juste regardé mon père et j'ai dit un seul mot. Ce mot unique m'a coûté 250 000 $, mais il a déclenché une réaction en chaîne qu'Alistair n'aurait jamais pu prévoir. Cela s'est produit lors de notre dîner dominical obligatoire. Le rôti de bœuf était sec, les pommes de terre étaient froides et la tension dans la pièce était étouffante. Merrick était rentré pour le week-end de sa coûteuse université située dans un autre état.
Il ratait la moitié de ses cours, mais on ne l'aurait jamais deviné à sa façon de se pavaner. Il portait une chemise boutonnée impeccable et tenait un élégant porte-documents en cuir. Au milieu du repas, Méric s'est raclé la gorge et a jeté une fine liasse de papier sur la table. Elle faisait 5 pages, en double interligne, avec une grande police de caractère. « C'est mon plan d'affaires », a annoncé Méric en se penchant en arrière sur sa chaise avec un sourire suffisant. « J'abandonne mes études. L'université, c'est pour les moutons. Je lance une entreprise technologique d'intelligence artificielle. Nous allons révolutionner la synergie des données. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. La synergie des données ? Ce type savait à peine résoudre une équation d'algèbre de base, et il parlait d'intelligence artificielle. Pourtant, mon père Alistair a regardé ces 5 pages comme s'il s'agissait du Saint Graal. Il a mis ses lunettes de lecture, a parcouru les mots à la mode et a hoché lentement la tête. C'est visionnaire, Méric, a dit mon père, la voix empreinte d'admiration. Vraiment visionnaire. Mais une start-up a besoin de capital de départ. Combien cherches-tu ? Méric n'a même pas scié. 250 000 $, papa. Cela couvrira les bureaux dans la Silicon Valley, le marketing initial et mon salaire pour la première année. Mon cœur s'est arrêté. 250 000 $. C'était le montant exact qui dormait sur mon compte de fiducie UTMA. Le compte que mon grand-père Thaddeus avait créé pour mes études. Mon père a tapoté ses doigts sur la table. Eh bien, nous avons le fonds d'études de ton frère qui dort là sans rien faire. Il n'en aura pas besoin. J'ai levé les yeux, le fixant à travers la table. Papa, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. C'est l'argent pour mes études supérieures. J'ai reçu une admission anticipée au programme de design de Chicago. Tu le sais. Méric a ricané en levant les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, Arlon. L'avenir appartient à la technologie. Papa, Arlon est doué avec ses mains. Il pourra me construire un joli bureau en chêne pour mon bureau d'angle quand mon entreprise sera cotée en bourse. Je me suis tourné vers ma mère. Daphné fixait intensément son assiette de petits pois, les déplaçant avec sa fourchette. Elle refusait de lever les yeux. Elle refusait de croiser mon regard. Elle laissait faire. C'est à ce moment-là que mon père a porté le coup de grâce. Il m'a regardé, un sourire froid et calculateur sur le visage. C'est lui le vrai génie ici, Arlon. Ton frère a un vrai potentiel. Toi, tu aimes te salir les mains. Tu devrais aller manier un marteau. Trouve une équipe de construction. C'est un travail honnête pour quelqu'un de tes capacités. Il a sorti de sa mallette un formulaire d'autorisation de transfert pré-rempli. Il l'avait déjà préparé. Il n'avait plus qu'à signer en tant que tuteur du compte. Et là, entre la saucière et la salière, il a signé pour céder tout mon avenir. Quelque chose en moi a rompu. Mais ce ne fut pas une rupture bruyante. Ce fut une fracture froide et silencieuse. J'ai réalisé à cet instant que rester dans cette maison, respirer le même air que ces gens, finirait par tuer mon âme. Je ne serai jamais rien d'autre pour eux qu'un marchepied pour Méric. D'accord, ai-je dit. Ce fut le seul mot que j'ai prononcé. D'accord. Je me suis levé de table. Je n'ai pas débarrassé mon assiette. Je ne me suis pas excusé. Je suis descendu dans mon donjon du sous-sol. J'ai attrapé mon sac à dos en toile délavée et j'y ai fourré 3 jeans, quelques t-shirts simples et mes crayons de dessin. Ensuite, j'ai fouillé sous mon lit et j'ai sorti la seule chose de valeur à laquelle je tenais vraiment. C'était une boîte en chêne lourde et abîmée que mon grand-père Thaddeus m'avait donnée avant de mourir. Il m'avait dit d'y garder mes outils. J'ai enfilé mes bottes de travail, j'ai jeté le sac à dos sur mon épaule et je suis remonté. Mes parents et Méric étaient toujours à table, en train de rire des prix de l'immobilier en Californie. Ils ne m'ont même pas remarqué quand j'ai traversé le couloir. J'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti dans le vent glacial de l'automne et je l'ai refermé doucement derrière moi. J'avais exactement 412 $ sur mon compte courant. J'avais un sac à dos. J'avais une boîte en bois. Et j'avais une rage brûlante dans la poitrine qui ne s'éteindrait pas tant que je ne leur aurais pas prouvé à tous qu'ils avaient tort. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous avez déjà été l'enfant invisible dans votre propre maison, si vos rêves ont déjà été brisés par les personnes qui devaient les encourager, faites-le moi savoir en laissant un commentaire disant « Je comprends ». Vous n'êtes pas seul,
et vous devez entendre la suite, car la façon dont je me suis battu est ce qui compte vraiment. J'ai marché 3 kilomètres jusqu'à la gare routière Greyhound. J'ai acheté un aller simple pour Chicago. La ville n'était qu'à 1 heure de route, mais j'avais l'impression de changer d'univers. Alors que le bus s'éloignait d'Oak Park, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis fait une promesse silencieuse, je ne reviendrai jamais. Pas avant d'être plus grand, plus fort et intouchable. Chicago en plein hiver est d'une cruauté absolue. Le vent du lac Michigan traverse vos vêtements comme une lame de rasoir. Et si vous n'avez pas d'argent, la ville vous dévore vivant. Je suis arrivé avec à peine $300 en poche après l'achat du billet de bus et un peu de nourriture bon marché. J'ai trouvé une chambre minuscule et déprimante à louer dans un immeuble délabré du quartier sud. Les murs étaient fins comme du papier, le radiateur faisait du bruit toute la nuit et j'entendais des souris courir dans le plafond. Mais personne ne me posait de questions sur mon père. Personne ne me parlait de mon frère de génie. C'était calme. Et pour la première fois de ma vie, cet espace était entièrement le mien. J'avais besoin d'argent immédiatement. Je me suis rendu sur un chantier de construction résidentielle dès le lendemain matin, vêtu de mes bottes et d'une veste lourde, et j'ai demandé du travail au chef de chantier. Il a regardé mon visage de 19 ans, a ri et m'a jeté un marteau de charpente. J'ai commencé le jour même. Pendant les 10 mois suivants, ma vie fut un cycle brutal d'épuisement physique. Je travaillais 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Je maniais le marteau, tout comme mon père me l'avait suggéré avec moquerie. Je transportais de lourdes planches de bois sur des échafaudages glacés. J'enfonçais des clous jusqu'à ce que mes avant-bras se tétanisent et que mes articulations saignent. Les ouvriers plus âgés de l'équipe étaient rudes, mais ils ont remarqué que j'avais l'œil pour les structures. Je pouvais regarder un plan une fois et savoir exactement où devaient aller les poutres porteuses. J'étais rapide et mes coupes étaient parfaitement mesurées. Mais chaque soir, je retournais dans ma chambre glaciale, le corps endolori, les mains couvertes de cornes et d'échardes. L'école d'architecture me manquait. L'avenir que j'étais censé avoir me manquait. Parfois, la colère me montait à la gorge comme de la bile. Je pensais à Méric, installé dans un bureau chaleureux en Californie, dépensant l'argent de mon grand-père dans des cafés hors de prix et des réunions technologiques bidons. Puis est arrivé le soir de Noël, mon premier Noël seul. La ville était recouverte d'un manteau de neige blanche et les gens se dépêchaient de rentrer chez eux en famille. J'étais assis sur mon matelas déformé, mangeant une boîte de soupe froide, ressentant une solitude dont j'ignorais l'existence. J'ai regardé dans un coin de la pièce. La boîte en chêne de mon grand-père Thaddeus était posée là. C'était le seul morceau de famille qu'il me restait. J'ai posé la boîte sur mes genoux et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient les vieux ciseaux et les mètres rubans que j'avais apportés. Je les ai sortis pour les nettoyer. En vidant la boîte, mes doigts ont effleuré le panneau intérieur du fond. En raison de ma perception de l'espace, et parce que j'avais passé des années obsédé par les dimensions et la géométrie, j'ai remarqué un détail que n'importe qui d'autre aurait manqué, la profondeur intérieure de la boîte ne correspondait pas aux dimensions extérieures. Il y avait un écart d'exactement un demi-pouce, environ 1,3 cm. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai attrapé un tournevis plat et je l'ai délicatement glissé dans la fente le long du bord inférieur. Dans un léger déclic, le double fond s'est détaché. J'ai soulevé le mince panneau de bois. En dessous, caché dans une fine rainure, se trouvait une petite enveloppe scellée. Le papier était vieux et légèrement jauni. Mes mains tremblaient en la déchirant. À l'intérieur se trouvait une unique carte de visite. C'était un carton épais et texturé, avec des lettres noires en relief, Vonend Associates, Trust and Estate Law. Sous le nom se trouvait un numéro de téléphone, et au dos, une note manuscrite de l'écriture désordonnée de mon grand-père, pour Arlon, quand tu seras prêt à bâtir. J'ai fixé cette carte jusqu'à ce que ma vue se brouille de larmes. Mon grand-père Thaddeus avait su. Il avait toujours su quel genre d'homme était son fils Alistair. Il savait que mon père était vaniteux, cupide et indigne de confiance. Et avant de mourir, mon grand-père m'avait laissé une bouée de sauvetage. Il l'avait simplement cachée là où seul un véritable artisan, quelqu'un qui comprenait le bois et l'espace, la trouverait. Il l'avait cachée là où mon père ne prendrait jamais la peine de chercher. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assis près de la fenêtre à regarder la neige tomber sur Chicago, serrant ce petit morceau de carton comme un bouclier. Le lendemain matin, dès la fin du week-end férié, à 9 heures précises,
je me suis rendu à la cabine téléphonique du coin. Mes mains tremblaient à cause du froid et de l'adrénaline. J'ai glissé une poignée de pièces dans la fente et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et autoritaire ne réponde, « Cabinet Vaughn. »« Bonjour », ai-je dit, la voix légèrement brisée. « Je m'appelle Arlon. » Thaddeus était mon grand-père. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Quand l'homme a repris la parole, son ton avait complètement changé. « Arlon », a dit doucement l'avocat. « J'attends ton appel depuis 5 ans. Où es-tu ? Appeler ce numéro a changé la trajectoire de ma vie entière. Dès le lendemain, j'ai pris le métro aérien pour me rendre dans le Lop, en centre-ville. Le cabinet de Vaughn & Associates se trouvait dans un bâtiment historique en briques qui sentait l'acajou poli et le vieux papier. Monsieur Vaughn était un homme d'un peu plus de 60 ans, avec des yeux gris perçants et un costume sur mesure qui lui donnait l'air d'un juge qui ne tolérait aucun non-sens. Il m'a fait entrer dans son bureau, m'a offert une tasse de café chaud et m'a invité à m'asseoir. Il a regardé mes mains calleuses, ma veste bon marché et les cernes sous mes yeux. Il n'a pas eu pitié de moi, il avait simplement l'air en colère. Ton grand-père était un homme très intelligent, Arlon, a commencé Monsieur Vaughn en se penchant sur son immense bureau. Il savait qu'Alistair était obsédé par Merrick. Il soupçonnait que ton père essaierait de détourner tes fonds d'études. Attendez, les jeux interrompus en serrant ma tasse de café, le comte Utma. Mon père y a pris 250 000 $ pour les donner à mon frère. Est-ce seulement légal ? L'expression de Monsieur Vaughn est devenue particulièrement froide. Non, c'est totalement illégal. Un compte régi par la loi uniforme sur les transferts aux mineurs, UTMA, est irrévocable. Le tuteur, dans ce cas ton père, a une obligation fiduciaire stricte d'utiliser ses fonds uniquement à ton profit. Transférer la totalité du solde à ton frère adulte pour une start-up fictive est un manquement flagrant à son devoir fiduciaire. C'est un vol. Mon estomac s'est noué. Je sentais le sang quitter mon visage. Il m'a volé. Oui, tout à fait, a dit fermement Monsieur Vaughn. Et j'ai tous les relevés bancaires pour le prouver. Je peux déposer une plainte dès demain. Nous pouvons traîner Alistair devant les tribunaux, geler ses avoirs et le forcer à rembourser chaque centime avec intérêt. Nous pouvons ruiner sa réputation bancaire impeccable en quelques semaines. Cette pensée était enivrante. Pendant un court instant, j'ai imaginé mon père arrogant debout dans une salle d'audience, transpirant sous serment, la façade parfaite de sa vie de banlieue tombant en poussière. J'ai imaginé les huissiers saisir le bureau chic de Merrick en Californie. Mais j'ai ensuite pensé à la réalité de la situation, les frais d'avocat, les années de procédure judiciaire, les dépositions interminables où je devrais m'asseoir en face de ma mère et la regarder pleurer tout en défendant mon père. Je resterai prisonnier de leur orbite toxique pendant encore 5 ans. J'ai pris une grande inspiration. Non, ai-je dit. Monsieur Vaughn a haussé un sourcil, visiblement surpris. Tu ne veux pas le poursuivre, Arlon ? C'est une victoire garantie. Pas encore, ai-je répondu en regardant la ligne d'horizon de Chicago par la fenêtre. Si je le poursuis maintenant, je ne serai qu'un gamin désespéré qui réclame son argent. Je veux garder ses preuves. Quel est le délai de prescription pour un manquement fiduciaire dans cet état ? 5 ans, a répondu Vaughn, un lent sourire d'approbation se dessinant sur son visage. Tu as 5 ans à partir du jour de tes 18 ans pour déposer la plainte. Gardez les dossiers en sécurité, Monsieur Vaughn. Laissons le temps couler. Je vais d'abord construire ma propre vie. Quand je lui jetterai cette bombe à la figure, je veux le regarder depuis le dernier étage. Monsieur Vaughn a ri doucement, d'un rire sec. Tu es exactement comme Thaddeus. Ce qui m'amène à la deuxième raison de ta présence ici. Il a ouvert un tiroir et en a sorti une enveloppe épaisse. Ton grand-père savait que le compte Utma risquait d'être compromis, il a donc créé une seconde fiducie secrète. Elle était modeste, juste un compte secondaire qu'il alimentait avec sa propre pension. Il m'a donné instruction de ne pas te contacter, mais d'attendre que tu trouves la carte dans la boîte. Il voulait s'assurer que tu avais d'abord le caractère nécessaire pour survivre. Il a fait glisser un chèque de banque sur le bureau. Il était libellé à mon nom. Le montant était d'exactement 15 000 $. Ce n'est pas un quart de million, a dit doucement Vaughn, mais c'est à toi. Propre et net. Sans condition, sans tuteur, sans Alistair. J'ai fixé les chiffres. 15 000 $.
Pour mon frère, c'était un week-end à Las Vegas. Pour moi, c'était les clés du royaume. Le lendemain, je ne suis pas retourné faire de la charpente. J'ai pris cet argent, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans un autre établissement et je suis allé m'équiper. J'ai acheté des outils de menuiserie haut de gamme, une scie sur table professionnelle, des ciseaux de haute qualité, une défonceuse robuste et des logiciels de dessin. J'ai loué un espace minuscule et mal éclairé dans un entrepôt industriel partagé, dans le quartier des usines, pour 400 $ par mois. J'ai cessé d'être un journalier. Je suis devenu un artisan indépendant. Pendant que je trémoussais dans la poussière glaciale de cet entrepôt, mettant toute mon âme dans chaque morceau de bois que je touchais, Méric menait la belle vie sur la côte ouest, et il s'assurait que tout le monde le sache. L'Instagram de Méric était un modèle d'illusion moderne. Je ne le suivais pas, mais je n'en avais pas besoin. Ma tante Corbin, l'une des messagères les plus bavardes de ma famille, avait réussi à trouver mon adresse email et se faisait un immense plaisir de m'envoyer des nouvelles hebdomadaires du génie de la famille. « Regarde ton frère, Arlon », écrivait-elle dans un email, en joignant une capture d'écran de Méric tenant une coupe de champagne sur un toit terrasse surplombant San Francisco. « Il est en train de bâtir un empire. Tu devrais vraiment t'excuser auprès de ton père et rentrer à la maison. Peut-être que Méric te donnera un travail pour balayer ses bureaux. » Les légendes de Méric étaient toujours remplies de mots à la mode ridicule, travail acharné 24 juillet, bousculer le secteur de la tech, esprit de PDG. Il avait loué un appartement de luxe dans la baie de San Francisco et participait à des soirées de réseautage exclusives. Tout cela était financé par mes études volées. Chaque fois que je voyais une photo de lui avec ce sourire arrogant, je canalisais cette rage directement dans mes mains. J'ai commencé à concevoir et à construire des meubles sur mesure haut de gamme, et non pas des meubles bon marché produits en série. J'ai fabriqué d'immenses tables de salle à manger en noyer massif de récupération avec leurs bords naturels. J'ai conçu des étagères géométriques modernes et complexes. Je travaillais jusqu'à ce que mes muscles brûlent et que ma vue se trouble. Quand j'ai eu terminé 5 pièces parfaites, j'ai loué un utilitaire bon marché et je me suis rendu dans le quartier de design le plus riche de la ville. J'ai commencé à entrer dans les showrooms de design d'intérieur haut de gamme, sans rendez-vous, avec un lourd portfolio de photos et un petit échantillon de mes assemblages. J'ai été rejeté 12 fois de suite. Ils regardaient ma jeunesse, mon absence de diplôme prestigieux, et me montraient la sortie. Mais la 13e porte fut la bonne. L'enseigne au-dessus de la vitrine indiquait Rowan Custom Interior. Je suis entré et je me suis retrouvé face à une femme d'une 40aine d'années. Elle avait des traits acérés, un blazer ajusté et une expression qui suggérait qu'elle n'avait plus aucune patience pour le reste de la journée. Elle s'appelait Rowan, et elle était la propriétaire. « Nous ne recevons pas les fournisseurs sans rendez-vous, gamin », a-t-elle lancé sans lever les yeux de ses échantillons de tissu. « Laisse une carte. » Je n'ai pas laissé de carte. Je me suis approché de sa table d'exposition impeccable et j'y ai posé mon échantillon d'assemblage. C'était un assemblage en queue d'aronde parfaitement exécuté, fait de cerisier foncé et d'érable clair, poncé si finement qu'on aurait dit du verre. « Je n'ai pas de carte, ai-je dit calmement, mais j'ai des mains et j'ai du temps. Vous vendez du luxe, mais votre menuisier actuel utilise des vis et de la pâte à bois sur vos meubles d'exposition. Je vois les espaces vides d'ici. » Rowan s'est arrêtée. Elle m'a regardé, m'a vraiment observé, les yeux plissés. Elle a pris mon assemblage en queue d'aronde, a passé son pouce sur le raccord invisible, puis a regardé mon portfolio. Elle a feuilleté les pages de mes dessins architecturaux et de mes meubles terminés. Le silence a duré 3 minutes insoutenables. « Qui t'a appris ça ?» a-t-elle finalement demandé, la voix plus basse. « Mon grand-père », ai-je répondu. « Et la nécessité. » Rowan était une femme d'affaires redoutable, mais juste. Elle savait reconnaître le talent brut parce qu'elle avait elle-même bâti son entreprise à partir de rien. Elle se moquait de mon âge ou de mon manque de diplôme, seule l'exécution l'importait. « J'ai un client à Gold Coast », a-t-elle dit en croisant les bras. Ils veulent une table de réunion sur mesure de 12 pieds, environ 3,6 mètres, en acajou d'Afrique pour jeudi prochain. Mon menuisier principal vient de démissionner. Si tu la livres parfaitement, je te paie 10 000 $. Si tu rates ton coup, tu ne remets plus jamais les pieds dans mon showroom. Je l'ai livrée le mercredi. Elle était parfaite. Le client était ravi et Rowan était stupéfaite. Elle ne s'est pas contentée de me payer, elle m'a proposé un poste permanent de fabricant principal.
Au cours des 2 années suivantes, nous sommes devenus une équipe redoutable. Rowan avait les contacts dans la haute société, le sens commercial et le flair pour les affaires. J'avais la vision et le savoir-faire. Elle a commencé à m'emmener aux réunions avec les clients. Lorsque les clients demandaient des rénovations architecturales impossibles, je dessinais les solutions structurelles directement devant eux. Je ne construisais plus seulement des meubles, je concevais des aménagements intérieurs complets, des escaliers sur mesure et des extensions de maisons de luxe. Rowan me payait extrêmement bien, et j'économisais chaque centime. J'ai quitté ma chambre infestée de rats pour un appartement propre et modeste. J'ai modernisé mes outils. Je commençais enfin à respirer. Mais alors que je trouvais mon équilibre, mon opportunité majeure a failli me coûter tout ce qu'il me restait. À la fin de ma 3e année à Chicago, j'avais 22 ans et j'occupais officieusement le rôle de directeur de la création chez Rowan Custom Interior. Tout se passait à merveille jusqu'à ce que le désastre frappe. Rowan avait pris un risque énorme sur un contrat commercial. Nous avions passé 6 mois à concevoir et à fabriquer l'intérieur d'un nouvel hôtel-boutique de luxe au centre-ville. Nous avions avancé des centaines de milliers de dollars en matériaux haut de gamme. Mais juste avant l'inauguration, le promoteur de l'hôtel a déposé le bilan. L'entreprise a fermé, les actifs ont été gelés par la justice et ils ont fait défaut sur notre dernier paiement massif. Je suis entré dans le showroom un mardi matin et j'ai trouvé Rowan assise par terre, entourée de documents financiers, l'air complètement abattu. « C'est fini, Arlon » a-t-elle dit, la voix éteinte. « Nous ne pouvons pas payer les salaires la semaine prochaine. Je vais devoir liquider l'entrepôt juste pour payer nos fournisseurs de matériaux. Je suis tellement désolé, gamin. Tu vas devoir te trouver un autre travail. » Je suis resté là, debout, à regarder cette femme qui avait donné sa chance à un gamin de 19 ans, sale et en colère. Elle était la seule personne dans le monde des affaires à m'avoir traité avec respect. Je n'allais pas la laisser tout perdre. Je suis retourné à mon appartement et j'ai ouvert mon ordinateur. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Au cours des 3 dernières années, en vivant très modestement et en travaillant 80 heures par semaine, j'avais économisé exactement 85 000 $. C'était tout l'argent que j'avais à mon nom. C'était mon filet de sécurité. J'ai imprimé le relevé bancaire, j'ai attrapé un grand rouleau de plans architecturaux sur lesquels je travaillais en secret et je suis retourné au showroom. J'ai jeté le relevé bancaire sur le sol juste devant Rowan. « J'ai 85 000 $ de liquidité, lui ai-je dit. C'est à vous. Payez les fournisseurs. Gardez les lumières allumées. » Rowan a fixé le papier, les yeux écarquillés. « Arlon, non. Je ne peux pas prendre tes économies d'une vie. C'est un navire qui coule. » « Ce n'est pas un navire qui coule si nous changeons de direction, » ai-je répliqué en déroulant les plans sur son bureau. « Oubliez les hôtels-boutiques. Regardez ça. » Je lui ai montré mes conceptions pour des domaines résidentiels écologiques de luxe, des concepts architecturaux complets combinant le bois brut, le verre moderne et l'ingénierie durable. C'étaient d'immenses concepts de maisons de plusieurs millions de dollars. Le marché immobilier pour les ultra-riches est en plein essor, ai-je expliqué rapidement. Nous cessons d'être un simple cabinet de design d'intérieur. Nous devenons un cabinet d'architecture et de construction complet. Vous avez la liste des clients fortunés. J'ai les concepts et les connaissances structurelles pour les bâtir. Nous présentons cela à vos 3 clients milliardaires les plus importants dès demain. Rowan a regardé les plans. Elle a regardé le relevé bancaire. Puis elle m'a regardé, une lueur de détermination retrouvée dans les yeux. « Si on fait ça, Arlon, tu n'es plus mon employé. Tu es mon associé. » Nous avons rédigé le contrat l'après-midi même. J'ai injecté mes économies dans l'entreprise et, en retour, la société a été officiellement rebaptisée Rowan & Arlon Custom Estate. Je possédais 49% des parts. J'avais 22 ans, un diplôme d'études secondaires en poche, et j'étais associé dans un cabinet de luxe. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Nous concevions et construisions de vastes demeures extravagantes pour des banquiers, des cadres et des familles de la haute bourgeoisie. Des hommes qui ressemblaient trait pour trait à mon père, Alistair. Des hommes qui exigeaient la perfection et le statut. Et ils payaient des millions de dollars aux gamins à qui l'on avait dit d'aller manier un marteau. Notre pari s'est avéré incroyablement payant. L'un des anciens clients de Rowan a acheté notre premier concept de domaine écologique. La marge bénéficiaire était colossale.
En un an, nous avions signé 3 autres projets résidentiels d'envergure. J'avais enfin mon nom gravé sur la porte vitrée d'un superbe bureau d'angle. J'étais assis à un immense bureau sur mesure que j'avais fabriqué moi-même, avec vue sur la rivière Chicago. J'avais gagné. J'avais survécu au vol de mon avenir et j'en avais bâti un nouveau de mes propres mains. Mais pendant que mon empire s'élevait, le génie factice de Méric s'effondrait violemment, et la collision entre ma réalité et leur illusion était sur le point de se produire d'une manière que personne n'attendait. Pendant que j'étais occupé à bâtir un empire de 12 millions de dollars à Chicago, l'illusion soigneusement construite du génie de mon frère s'effondrait violemment sur la côte ouest. Il s'avère qu'on ne peut pas vraiment bâtir une entreprise d'intelligence artificielle quand sa seule compétence technique consiste à savoir quel filtre Instagram donne l'air d'un PDG. Vers ma 4e année à Chicago, la start-up de Méric a échoué de façon spectaculaire. Il n'y avait pas de produit. Il n'y avait pas de logiciel. Il n'y avait pas de synergie révolutionnaire des données. Il n'y avait qu'une succession de cartes de crédit au plafond, de baux non payés et d'investisseurs en colère qui ont vite compris que Méric n'était qu'un beau parleur s'amusant avec l'argent des autres. Il avait dilapidé la totalité des 250 000 $ de mon fonds de fiducie volé en moins de 2 ans. Il l'avait dépensé dans des appartements de luxe, des dîners de réseautage hors de prix, des bouteilles dans des clubs sélects et une équipe de consultants inutiles qu'il avait vidé de ses ressources. Une fois l'argent de la fiducie épuisé, Méric a commencé à contracter des prêts commerciaux à taux d'intérêt élevés et à maximiser ses cartes de crédit personnel pour maintenir l'apparence de la richesse. Il a réussi à accumuler 100 000 $ de dettes supplémentaires avant que tout ce château de cartes ne s'écroule. Sa voiture de luxe a été saisie au milieu de la nuit. Il a été expulsé de son appartement en hauteur. L'enfant prodige de la famille Hilton était officiellement ruiné, sans emploi et face à une déroute financière totale. Naturellement, il est retourné ramper vers la seule personne assez folle pour continuer à financer ses illusions. Il a appelé Alistair. Mon père, un homme qui avait bâti toute son identité sur la réussite de son fils aîné, a paniqué. Admettre que Méric était un échec revenait à admettre que son propre jugement était défaillant. Cela revenait à admettre qu'il avait volé l'avenir de son plus jeune fils pour absolument rien. Alistair ne pouvait pas supporter une telle blessure narcissique. Alors, au lieu de laisser Méric faire face aux conséquences de ses actes, mon père a insisté. Il a discrètement vidé ses propres comptes d'épargne retraite. Il a contracté une lourde hypothèque de second rang sur la maison de banlieue d'Oak Park. Il a versé des dizaines de milliers de dollars pour rembourser les créanciers les plus agressifs de Méric, dans le seul but d'éviter à son fils le tribunal des faillites. Mais c'était un gouffre financier. Le salaire de banquier de mon père, bien que confortable, n'avait jamais été conçu pour absorber un désastre à 6 chiffres de cette ampleur. La pression financière a complètement brisé le foyer. Ma mère, Daphné, qui avait passé toute sa vie d'adulte à jouer la femme au foyer effacée et soumise, a soudainement dû faire face à la réalité des choix désastreux de mon père. Pour la première fois en 30 ans, elle a dû chercher un emploi. Elle a été embauchée comme caissière dans un Walmart local. La femme qui organisait autrefois d'élégants dîners de quartier scannait désormais des produits à prix réduit, debout pendant 8 heures par jour, souriant d'un air désolé aux voisins qui la reconnaissaient. Elle payait le prix de son silence. Et que faisais-je pendant que ma famille se noyait dans ses propres erreurs? J'étais au sommet absolu de mon secteur. Rowan & Darlon Custom Estate avait explosé. Le marché de l'écoluxe s'arrachait nos concepts. Nous ne construisions plus de simples maisons, nous créions des chefs-d'œuvre architecturaux. Notre chiffre d'affaires annuel a dépassé la barre des 12 millions de dollars. Nous avons déménagé notre siège social hors du quartier poussiéreux des entrepôts pour louer un immense étage dans une tour prestigieuse en plein centre-ville de Chicago. L'espace était à couper le souffle. J'en avais conçu chaque centimètre carré moi-même. Les sols étaient en béton ciré, les murs étaient entièrement vitrés et l'ensemble de l'office était rehaussé de massives poutres en bois brut que j'avais personnellement sélectionnées et façonnées. Nous avions embauché 60 employés. Nous avions des équipes de jeunes architectes, de designers d'intérieur, de directeurs de projet et un personnel administratif complet. J'avais 23 ans. Je portais des costumes sur mesure pour mes réunions de clients. Je conduisais un camion fiable et sobre. J'étais maître de ma vie. Je n'avais pas un seul centime de dette et j'avais sous mes ordres une équipe de 60 professionnels brillants qui comptaient sur moi pour les diriger. Le contraste était presque poétique. Le fils à qui l'on avait dit d'aller manier un marteau avait bâti un empire.
Le fils à qui l'on avait remis $250 000 avait bâti un cimetière de dettes. Je ne connaissais pas toute l'étendue de leur misère à l'époque, car je les avais tous bloqués de ma vie. Mais l'univers trouve toujours un moyen de faire éclater la vérité au grand jour. Et le jour, dans ce cas précis, a pris la forme d'une couverture de magazine glacé. Le monde de l'architecture et du design est étonnamment petit et très compétitif. Quand on a 23 ans et qu'on co-dirige une entreprise qui génère $12 millions par an, on ne passe pas inaperçu. Un prestigieux magazine national d'architecture a contacté notre responsable des relations publiques. Il préparait un grand numéro spécial intitulé « Les 40 de moins de 40 ans, les créateurs de chefs-d'œuvre ». Il voulait faire mon portrait. Au départ, j'ai dit à Rowan de refuser. Je préférais le travail tranquille, plongé dans les plans et les échantillons dans mon atelier de design. Mais Rowan, en femme d'affaires avisée, m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. « Tu vas faire cette interview, Arlon ?» a-t-elle dit en me pointant du doigt avec un stylo en or. « C'est une publicité gratuite qui vaut des centaines de milliers de dollars. Tu vas mettre ton plus beau costume, tu vas sourire pour l'appareil photo et tu vas faire savoir au monde entier qui a construit cette entreprise. » J'ai accepté. Le magazine a envoyé une équipe de photographes professionnels à notre siège social. Ils m'ont fait poser dans notre hall principal, debout devant un immense escalier suspendu sur mesure que j'avais moi-même conçu en acier et en chaîne de récupération. Je portais un costume bleu marine ajusté, une chemise blanche impeccable et pas de cravate. J'avais l'air calme, assuré et plus mûr que mon âge. L'article qui accompagnait la photo était extrêmement élogieux. Il décrivait mon ascension rapide dans le secteur, la croissance massive du chiffre d'affaires de Rowan & Arlon Custom Estate, et saluait ma capacité unique à marier la menuiserie brute avec une vision architecturale haut de gamme. On m'y qualifiait de prodige. Il ne mentionnait pas ma famille une seule fois, indiquant simplement que j'étais autodidacte et farouchement indépendant. Le magazine est sorti en kiosque et en version numérique un mardi. Dès le jeudi soir, la bombe a explosé à Oak Park, dans l'Illinois. C'est ma tante Corbin, la commère en chef de la famille et première messagère, qui a allumé la mèche. Elle était assise dans la salle d'attente d'un dentiste, feuilletant des magazines, lorsqu'elle est tombée sur une double page consacrée à son neveu. Le même neveu qui était censé n'être qu'un simple ouvrier du bâtiment. Elle a failli s'étouffer avec son café. Elle a immédiatement sorti son smartphone, a pris une photo de l'article, a trouvé le lien en ligne et a envoyé un message groupé à mes parents et à mon frère. Son message était court et empreint de stupeur. « Alistair, tu as vu ça ? Arlon est millionnaire. Il possède une immense entreprise à Chicago. Pourquoi n'avoir rien dit à personne ? » Je n'ose imaginer le silence de plomb qui s'est abattu sur la maison des Hilton à la réception de ce message. D'après ce que j'ai appris plus tard, Alistair était assis dans son fauteuil inclinable usé, sirotant un verre de whisky bon marché, angoissé par le paiement de sa deuxième hypothèque. Il a ouvert le lien sur son téléphone. Il a fixé ma photo dans mon costume sur mesure. Il a lu les mots « 12 millions de dollars de chiffre d'affaires ». Il a vu notre grand siège vitré. Un père normal aurait ressenti une immense fierté. Un père normal aurait pleuré de joie en réalisant que son plus jeune fils avait réalisé le rêve américain. Mais Alistair n'était pas un père normal. C'était un narcissique qui venait d'être confronté à la preuve flagrante et indéniable qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Au lieu de la fierté, il a ressenti une profonde humiliation brûlante. Son ego était brisé. Le fils qu'il avait rejeté avait bâti un empire, tandis que le fils qu'il avait idolâtré dormait dans sa chambre d'enfant, se cachant des huissiers. Puis la cupidité a pris le dessus. Merrick, qui était assis à l'autre bout du salon, a lu l'article par-dessus l'épaule de mon père. Ses yeux se sont agrandis à la mention de la valeur de l'entreprise. Dans son esprit tordu et désespéré, il n'a pas vu ma réussite comme un triomphe personnel, mais comme une bouée de sauvetage. Il a vu un tiroir-caisse. « Il faut qu'on aille le voir », a dit Merrick à mon père, la voix vibrante d'une énergie nerveuse et frénétique. « C'est la famille, papa. Il a plein d'argent. Il pourrait me faire un prêt pour rembourser les cartes de crédit. Il pourrait te donner l'argent pour solder la deuxième hypothèque. Il nous doit bien ça. » L'ego blessé d'Alistair s'est empressé de s'accrocher à cette logique tordue. Oui, bien sûr. Dans l'esprit d'Alistair, il était toujours le patriarche. Il était toujours le roi.
Il s'est convaincu que ma réussite était en quelque sorte le fruit de son éducation rigoureuse. Il croyait sincèrement qu'il lui suffisait de conduire jusqu'à Chicago, d'entrer dans mon bureau, d'exiger le respect et de repartir avec un gros chèque pour sauver son navire en perdition. Ils n'ont pas téléphoné. Ils n'ont pas essayé de me contacter pour s'excuser. Ils se sont simplement levés un lundi matin, ont mis leurs plus beaux vêtements, ont forcé ma mère épuisée à monter sur la banquette arrière et ont roulé pendant 4 heures jusqu'à Chicago pour réclamer le fils qu'ils avaient jeté. Ils pensaient intimider un petit garçon. Ils ne savaient pas qu'ils s'apprêtaient à entrer sur le territoire d'un roi. C'était un mardi matin. J'étais debout devant la table à dessin de mon bureau privé, en train de finaliser les plans de structure d'un domaine à flanc de falaise surplombant le lac Michigan. Le bureau était calme, à l'exception du léger ronronnement de la climatisation et du murmure professionnel lointain des 60 employés travaillant dans l'espace ouvert derrière mes cloisons vitrées. L'interphone sur mon bureau a sonné. C'était Janet, notre réceptionniste principale. C'était une femme d'une 50aine d'années, farouchement protectrice, qui gérait l'accueil comme un poste de contrôle militaire. Monsieur Hilton, a dit Janet d'un ton perplexe et méfiant. Il y a 3 personnes dans le hall. Ils n'ont pas de rendez-vous. Le monsieur plus âgé exige de vous voir. Il dit qu'il est votre père. Mon crayon s'est arrêté de glisser. Pendant 5 ans, je m'étais préparé à ce moment. Je l'avais rejoué 1000 fois dans ma tête tout en maniant le marteau dans le froid glacial, en ponçant du bois jusqu'à ce que mes doigts saignent, en signant des contrats de plusieurs millions de dollars. Je savais que ce jour viendrait. Laissez-les attendre, ai-je dit à Janet, la voix parfaitement calme. Installez-les dans la salle de réunion vitrée de la direction. Offrez-leur de l'eau, mais pas de café. Je sors dans 15 minutes précises. Bien, monsieur, a-t-elle répondu. Je ne me suis pas pressé. J'ai pris mon temps. J'ai soigneusement enroulé mes plans et les ai placés dans un tube en cuir. Je me suis dirigé vers mon classeur privé, j'ai déverrouillé le tiroir du bas et j'en ai sorti une fine pochette cartonnée jaune. C'était la pochette que Monsieur Vaughn m'avait remise 5 ans plus tôt. Je ne l'avais jamais ouverte, mais je savais exactement où elle se trouvait. Pendant que j'attendais, je me suis permis de regarder à travers la paroi vitrée de mon bureau en direction de la salle de réunion à l'autre bout de l'étage. Le contraste esthétique était presque comique. Mon hall d'entrée était un chef-d'œuvre de richesse moderne. Les sols étaient en pierre sombre polie. Le bureau de réception était un bloc massif de marbre blanc. Le logo, Rowan & Darlon Custom Estate, était fixé en laiton brossé sur un mur de lattes de bois acoustique. Et assis maladroitement au centre de toute cette puissance se trouvaient mes parents et mon frère. Alistair portait un costume vieux d'au moins 10 ans, un peu trop serré au milieu, le tissu usé jusqu'à la corde au coude. Il essayait de projeter un air d'autorité, assis le torse bombé, mais ses yeux parcouraient nerveusement la pièce, mesurant l'ampleur de l'entreprise. Il était intimidé, et il essayait désespérément de le cacher. Merrick ressemblait à un ballon dégonflé. L'arrogant entrepreneur de la tech d'Instagram avait disparu. Il portait un polo froissé et un pantalon beige délavé. Il avait l'air épuisé, pâle et terrifié. Il fixait les jeunes architectes qui passaient devant la vitre, regardant des personnes de son âge faire un vrai travail hautement rémunéré alors que lui n'avait rien. Et puis il y avait Daphné. Ma mère était assise, rigide, sur un fauteuil de designer en cuir, serrant son sac en simili-cuir bon marché contre sa poitrine comme un bouclier. Elle paraissait 10 ans de plus que son âge. Le stress de travailler au supermarché et de vivre avec 2 hommes en plein échec avait creusé de profondes rides grises sur son visage. Elle regardait mon magnifique bureau avec des yeux écarquillés et pleins de larmes. Je les ai laissés là pendant les 15 minutes complètes. J'ai laissé le poids psychologique du lieu peser sur eux. Je les ai laissés observer mes employés, ma sécurité, ma réussite. Je les ai laissés s'imprégner de la réalité absolue qu'ils n'avaient absolument aucun pouvoir ici. Une fois les 15 minutes écoulées, j'ai pris la pochette cartonnée. J'ai lissé les revers de ma veste ajustée sur mesure, j'ai poussé la porte de mon bureau et j'ai traversé l'étage à pas lents. À mon approche de la salle de réunion, les conversations parmi mon personnel se sont naturellement tues. Ils sentaient la tension. J'ai poussé la lourde porte vitrée et je suis entré dans la pièce. Alistair s'est immédiatement levé, affichant un sourire faux et forcé. Il a tendu la main comme s'il saluait un jeune guichetier de banque. « Arlon, mon garçon » a lancé Alistair d'une voix forte qui a résonné légèrement dans la pièce.
Regarde cet endroit. J'ai toujours su que tu étais un travailleur acharné. Ta mère et moi sommes tellement fiers de ce que tu as bâti. Je n'ai pas pris sa main. J'ai simplement fixé sa main tendue jusqu'à ce qu'il la ramène lentement et maladroitement le long de son corps. Je suis passé devant lui et je me suis assis à l'extrémité de la grande table en acajou d'Afrique, le même type de table que j'avais construite pour démarrer dans cette ville. J'ai posé la pochette cartonnée pile au centre du bois. Je me suis adossé, j'ai joint mes doigts et j'ai regardé les 3 étrangers assis dans ma salle de réunion. « Bonjour, Alistair », ai-je dit, d'une voix froide, professionnelle et dénuée de toute chaleur familiale. « Vous n'avez pas de rendez-vous, et mon tarif de consultation horaire est de 1000 $. Alors, faisons court. Pourquoi êtes-vous dans mes locaux ?» La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le faux sourire paternel d'Alistair s'est contracté puis a disparu, remplacé par un éclair de cette ancienne colère arrogante dont je me souvenais si bien. Il n'aimait pas être appelé par son prénom. Il n'aimait pas qu'on lui parle comme à un subordonné. « Écoute-moi bien, Arlon », a lancé Alistair, le visage rouge de colère. « Tu peux arrêter ton jeu de rôle d'entreprise. Je suis ton père. Nous avons fait une longue route pour te voir. Nous sommes une famille, et les familles doivent se soutenir, surtout quand les temps sont durs. » Je n'ai pas bougé d'un cil. « Des temps durs ?» ai-je demandé calmement. « Je réalise un trimestre record. Pour moi, les temps sont excellents. » Merrick s'est penché en avant, les mains tremblant légèrement sur le bois poli. « Allez, Arlon. Ne sois pas comme ça. Écoute, j'ai eu un passage difficile avec ma start-up. Le marché a tourné. Les investisseurs se sont retirés. C'était indépendant de ma volonté. Mais j'ai un nouveau plan, une réorientation. J'ai juste besoin d'un peu de marge pour relancer la machine. » Il a esquissé une version faible et pathétique de son ancien sourire charmeur. « On a vu l'article. Tu cartonnes. J'ai juste besoin d'un prêt à court terme. 100 000 $ suffirait à régler mes problèmes immédiats. Papa a aussi du mal avec l'hypothèque. Tu en as largement les moyens. Signe juste un chèque et nous pourrons redevenir une famille. » J'ai regardé Merrick. J'ai regardé les cernes sombres sous ses yeux, la détresse qui transpirait de ses pores. Je n'ai absolument rien ressenti. Pas de pitié, pas de colère, juste un profond dégoût. J'ai lentement disjoint mes doigts. Je me suis penché en avant et j'ai ouvert la pochette cartonnée. J'en ai sorti une seule feuille de papier et je l'ai fait glisser sur la surface d'acajou poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant Alistair. Alistair a baissé les yeux sur le document. C'était la copie d'un formulaire d'autorisation de transfert bancaire daté d'exactement 5 ans et 1 mois auparavant. Il indiquait un retrait de 250 000 $ d'un compte UTMA se terminant par 4309. Le bénéficiaire indiqué était Arlon Hilton. Le compte de destination appartenait à Merrick Hilton. Au bas de la page figurait la signature indubitable d'Alistair. Le visage d'Alistair est passé du rouge vif à un blanc livide en l'espace de quelques secondes. Ses yeux se sont levés vers les miens, remplis d'une panique sincère et totale. « Tu vois, Alistair » ai-je commencé, ma voix ayant le calme glacial et mortel d'un bourreau lisant une sentence. « Quand tu as transféré cet argent, tu as supposé que j'étais juste un gamin idiot qui aimait s'amuser avec du bois. Tu as supposé que je partirais sans rien dire et que j'oublierais. Mais je n'ai pas oublié. J'ai engagé un avocat spécialisé dans les fiducies et les successions. Il s'appelle M. Vaughn. » Merrick a dégluti difficilement, regardant alternativement le document et notre père. « Papa, de quoi parle-t-il » ? « Je parle d'un manquement à l'obligation fiduciaire, » ai-je dit, en élevant juste assez la voix pour capter l'attention de toute la pièce. Selon la loi de l'Illinois, le tuteur d'un compte UTMA a l'obligation légale stricte d'utiliser ses fonds uniquement au bénéfice du mineur. Retirer la totalité du solde pour financer une start-up bidon pour ton fils majeur n'est pas une décision familiale. C'est un délit fédéral. C'est un vol. Alistair a ouvert la bouche pour parler, mais seul un son rauque en est sorti. Il a tenté de desserrer sa cravate. « Tu me dois 250 000 $, plus 5 ans d'intérêts composés, plus des dommages-intérêts punitifs, » ai-je continué, en me penchant en avant, fixant Alistair du regard. Le délai de prescription pour déposer une plainte pour manquement fiduciaire dans cet état est d'exactement 6 ans. Cela signifie qu'il me reste 11 mois pour agir.
Le silence dans la pièce était absolu. Même les bruits ambiants provenant des bureaux extérieurs semblaient s'être évanouis. La plainte rédigée dort actuellement dans le tiroir du bureau de Monsieur Vaughn, ai-je murmuré d'un ton venimeux. Si je lui en donne l'ordre, il la dépose. Les tribunaux gèleront le peu d'actifs qu'il te reste. Ils éplucheront tes comptes bancaires, ta carrière de banquier, ta réputation à Oak Park. Tout ce à quoi tu tiens sera publiquement détruit devant un tribunal et tu iras en prison pour fraude. Alistair s'est assis sur sa chaise. Le patriarche de la famille Hilton, l'homme qui m'avait terrorisé pendant 18 ans, ressemblait à un vieil homme effrayé et pathétique. Je ne te fais pas de prêt, Merrick, ai-je dit en tournant mon regard vers mon frère, désormais visiblement tremblant. Je ne paie pas ta seconde hypothèque, Alistair. La seule raison pour laquelle je n'ai pas encore déposé cette plainte pour vous ruiner tous les deux, c'est que vous ne valez pas mes frais de justice. Vous n'avez aucune importance pour moi. Mais si l'un de vous me contacte à nouveau, si vous remettez les pieds dans ma ville, ou si vous me demandez un seul centime, je passe un coup de téléphone et je vous enterre sous tellement de procédures judiciaires que vous ne verrez plus jamais le jour. Est-ce bien clair? Ai-je exigé, ma voix claquant comme un fouet. Alistair a hoché la tête rapidement, les yeux fixés sur la table. Oui, a-t-il murmuré. Nous comprenons. Jusqu'à cet instant précis, ma mère, Daphné, n'avait pas prononcé un seul mot. Elle était restée figée sur sa chaise, écoutant le jargon juridique, regardant le document bancaire, et réalisant lentement toute l'ampleur de ce que mon père m'avait fait et de ce que j'avais dû faire pour survivre. Elle a regardé le document sur la table. Elle a regardé la posture vaincue et lâche d'Alistair. Puis elle m'a regardé. Elle a regardé mon costume sur mesure, mon immense bureau vitré, la puissance évidente que j'exerçais dans cette pièce. Et puis, la digue a cédé. Daphné a laissé échapper un son qui tenait autant du soupir que du sanglot. C'était le cri d'une femme réalisant qu'elle avait passé sa vie à protéger un monstre et qu'elle avait, ce faisant, sacrifié un roi. Oh, Arlon, a-t-elle pleuré, la voix tremblant violemment. Mon Dieu, Arlon, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que c'était illégal. Je ne savais pas ce qu'il te faisait. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû te protéger. Elle s'est levée de sa chaise, tendant les mains vers moi, mais ses jambes n'ont pas pu supporter le poids de sa culpabilité. Ses genoux ont littéralement fléchi sous elle. Elle s'est effondrée vers l'avant, se retenant in extremis au bord de la lourde table de réunion en acajou, pleurant de manière incontrôlable contre le bois poli. Arlon, s'il te plaît, a-t-elle supplié entre deux sanglots. S'il te plaît, pardonne-moi. Regarde ce que tu as accompli. Regarde ce magnifique endroit. Je suis ta mère. S'il te plaît, ne nous chasse pas. Pendant une fraction de seconde, une petite partie enfouie de l'enfant en moi a eu envie de contourner la table et de la serrer dans ses bras. Une petite partie de moi voulait lui dire que tout allait bien, qu'on pouvait réparer les choses. Mais j'ai regardé ses mains agrippées à la table. Je me suis souvenu de ces mêmes mains pliant des serviettes pendant qu'Alistair me disait d'aller manier un marteau. Je me suis souvenu d'elle fixant ses petits poings pendant qu'on me volait mon avenir. Elle n'avait pas pris la parole quand j'étais un adolescent sans défense qui avait besoin d'une mère. Elle ne pleurait maintenant que parce que j'étais un millionnaire tenant une guillotine juridique au-dessus de la tête de son mari. Je me suis levé, boutonnant ma veste avec un calme délibéré et précis. J'avais besoin de protection quand j'étais adolescent, Daphné, ai-je dit, la voix vide de toute émotion. J'avais besoin d'une mère quand je dormais sur un sol en béton dans une chambre infestée de rats. Je n'ai plus besoin de protecteur aujourd'hui. J'ai 24 ans. Je paie ma propre sécurité désormais. Je me suis penché et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone au centre de la table. Janet, ai-je dit. Oui, Monsieur Hilton, sa voix a grésillé instantanément. La réunion est terminée. Veuillez faire monter la sécurité pour accompagner ces 3 personnes hors du bâtiment. S'ils reviennent un jour, faites-les arrêter pour violation de propriété. Entendu, monsieur. J'ai repris le document bancaire, je l'ai glissé dans la pochette cartonnée et j'ai regardé Alistair une dernière fois. Prenez votre fils de génie et sortez de mon empire, ai-je dit. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti par la porte latérale de la salle de réunion, retournant directement à mon atelier privé de design. Je ne me suis pas retourné. Depuis les baies vitrées de mon bureau, j'ai observé la scène finale. 2 grands agents de sécurité de l'immeuble en uniforme sont arrivés aux portes de la salle de réunion.
Ils ont escorté Alistair, Merrick et Daphné à travers l'immense bureau en espace ouvert. C'était la marche de la honte absolue. Alistair essayait de garder la tête haute, mais il avait l'air complètement brisé. Merrick regardait le sol, cachant son visage. Daphné pleurait toujours, serrant son sac bon marché. Ils sont passés devant mes 60 employés. 60 professionnels brillants et hautement qualifiés qui étaient occupés à concevoir des villas, à analyser des feuilles de calcul et à bâtir l'avenir. Pas un seul employé ne s'est arrêté de travailler. Pas un seul employé ne s'est soucié de savoir qui était Alistair Hilton. Dans sa petite ville de banlieue, c'était un banquier important. Mais au 14e étage de mon immeuble, il n'était absolument rien. Il n'était qu'un vieil homme pathétique que l'on jetait du château de son fils. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ils sont montés à l'intérieur et les portes métalliques se sont refermées, les effaçant de ma vie pour toujours. Cette confrontation dans la salle de réunion s'est produite il y a plus d'1 an. Beaucoup de choses ont changé depuis le jour où les portes de l'ascenseur se sont refermées sur mon ancienne famille. L'univers, semble-t-il, possède un système de comptabilité parfait lorsqu'il s'agit du karma. La situation financière d'Alistair et de Merrick s'est détériorée exactement comme je le savais. Sans injection massive de liquidité de ma part, le château de cartes s'est complètement effondré. La banque a saisi la maison de banlieue impeccable d'Oak Park. Alistair, confronté à des dettes écrasantes et à une réputation ruinée, a été contraint de prendre une retraite anticipée et misérable. Merrick et lui vivent désormais dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier beaucoup moins coté de l'État. La pression financière et la pauvreté ont complètement détruit leurs relations privilégiées. D'après le peu de nouvelles que j'ai reçues de parents éloignés, ils s'adressent à peine la parole. Alistair reproche à Merrick d'avoir gaspillé l'argent et ruiné sa retraite. Merrick reproche à Alistair de lui avoir mis trop de pression et de lui avoir donné de mauvais conseils professionnels. Ce sont 2 hommes toxiques piégés dans une petite boîte de leur propre création, se noyant dans le ressentiment. Mais le retournement de situation le plus surprenant est venu de ma mère. 3 mois après cette journée dans mon bureau, une enveloppe contenant une lettre manuscrite est arrivée à mon siège social. Elle venait de Daphné. Elle m'écrivait pour me dire qu'elle avait enfin atteint ses limites. Voir ce que j'avais bâti et constater la lâcheté absolue d'Alistair dans cette salle de réunion avait brisé l'illusion dans laquelle elle vivait depuis 30 ans. Elle avait réalisé qu'elle avait gâché sa vie au service d'un homme cruel et qu'elle avait perdu son seul fils digne de ce nom dans la foulée. À 53 ans, Daphné a demandé le divorce. Elle a déménagé de la maison avant la saisie immobilière. Elle a loué un minuscule studio pour elle-même. Elle a gardé son emploi de caissière chez Walmart et a utilisé son maigre salaire pour s'inscrire à un programme de formation continue afin d'obtenir un diplôme de comptabilité. La femme qui avait permis le vol de mes études payait enfin pour les siennes. La lettre faisait 6 pages. Elle était remplie d'excuses, de regrets et de demandes désespérées de pardon. Elle disait qu'elle essayait de reconstruire sa vie, de retrouver sa dignité, et qu'elle espérait qu'un jour je lui permettrais de m'offrir une tasse de café. Elle précisait qu'elle ne voulait pas de mon argent, qu'elle voulait simplement connaître son fils. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée au fond de la boîte en chêne de mon grand-père Thaddeus, juste à côté de la carte de visite de l'avocat qui m'avait sauvé la vie. Je ne lui ai pas répondu. Je ne l'ai pas appelé. Des gens me demandent comment je peux être si froid. Ils me disent qu'elle fait des efforts, qu'elle a quitté mon père toxique, qu'elle essaie de changer. Ils me disent que la famille, c'est sacré. Mais quand je regarde la vie incroyable que j'ai bâtie, quand je regarde la paix qui règne dans mon âme, je réalise que ma réussite est née de mon absence. Si je la laisse revenir, j'ouvre la porte au souvenir de cette table de salle à manger. J'ouvre la porte à la femme qui fixait ses petits pois pendant que mon père me disait d'aller manier un marteau. Le pardon est peut-être une vertu, mais la préservation de soi est une nécessité. J'ai 24 ans. J'ai une entreprise qui transforme le paysage de cette ville. J'ai une associée qui me respecte. J'ai des mains capables de bâtir des demeures à partir de bois brut et un esprit qui refuse de se laisser manipuler à nouveau. J'ai trouvé la paix le jour où j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation. Je garde cette lettre dans la boîte comme un rappel qu'il ne faut pas s'immoler par le feu pour garder sa famille au chaud, un rappel que parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse s'offrir est de s'en aller et de ne jamais regarder en arrière. Mais je m'en remets à vous, juré d'Internet. J'ai protégé ma fortune, ma dignité et ma tranquillité d'esprit. J'ai brisé les personnes qui ont tenté de me détruire.
Mais ma mère est là-bas, à 53 ans, travaillant derrière une caisse enregistreuse et réclamant une seconde chance. Dites-moi, ai-je tort de laisser sa lettre dans cette boîte en bois? Ai-je tort de refuser de pardonner à la femme qui a été tout autant victime de mon père que moi, mais qui a choisi de garder le silence quand j'avais le plus besoin d'elle? Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous éloigner de membres de votre famille toxique pour protéger votre propre paix, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne.